l'établissement de nous accueillir ici. Je l'ai déjà vu une fois et j'en garde un merveilleux souvenir. Je crois que c'est la conférence où j'avais vendu le plus de livres de ma vie, et donc forcément c'est un bon souvenir. Merci à Christophe aussi pour son invitation et bravo pour tout le travail que tu fais. D'abord pour le courage d'avoir organisé et persisté dans l'organisation de cette veillée, et puis surtout pour ton magazine qui est excellent. J'espère que tout le monde dans la salle est abonné. Sinon, c'est évidemment une obligation à la sortie. Alors, le Moyen-Orient, évidemment, on pourrait parler de milliers de choses. On pourrait parler des chamboulements de la péninsule arabique. Que se passe-t-il en Arabie Saoudite? Il paraît que même les femmes vont pouvoir conduire. Parce que, enfin, elles n'avaient pas l'habitude de conduire jusqu'à maintenant. Donc, d'un seul coup, la moitié de la population va se mettre à conduire, ça va être dangereux. Avec le voile, vous avez un angle mort. Et, enfin, bon, bref. Ils vont même ouvrir des cinémas. Enfin, il se passe vraiment des choses en Arabie Saoudite. On pourrait parler du déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Alors, est-ce que Trump est fou ou pas? Moi, je pense qu'on peut se poser des questions sur la sanité de la politique étrangère américaine, mais pas que depuis Trump. La destruction de la Syrie, par exemple, c'était son prédécesseur, prix Nobel de la paix, Barack Obama. La question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi est-ce que les Américains font ça maintenant? Mais on ne va pas parler de ça, en tout cas pas tout de suite. Puisqu'on m'a demandé de parler des chrétiens d'Orient, et donc il y en a beaucoup, le grand réservoir c'est l'Égypte, on pourrait parler des chrétiens en Turquie, il n'y en a plus beaucoup, on pourrait parler des 3 millions de chrétiens, la plupart catholiques, dans la péninsule arabique, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, et là c'est passionnant aussi, on va enfin poser la première pierre de la construction de la future cathédrale catholique de Bahreïn, le 3 mars. Et voilà, donc il y a plein de choses à dire. Et moi, je vais vous parler de l'État islamique, parce qu'il faut bien angler le sujet, l'État islamique et les chrétiens. Mon plan est très simple, que s'est-il passé? Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire qui est responsable de ce chaos? Et enfin, que peut-il se passer après? Première et troisième partie, très courte, que s'est-il passé? Vous le savez. Que peut-il se passer après? Je n'en sais rien. S'il y a une région du monde où il ne faut pas faire trop de pronostics, c'est bien celle-ci. Et donc on va un peu développer le pourquoi. Pourquoi tout cela a eu lieu. Ça vous va? Que s'est-il passé? Vous savez, l'État islamique apparaît, en tout cas publiquement, en 2014, en juin, lorsqu'ils prennent la ville de Mossoul. C'est la deuxième plus grande ville de l'Irak, c'est au nord. C'est l'ancienne Ninive. Vous savez que dans la Bible, Ninive a déjà fait parler d'elle. Le prophète Jonas est censé aller les convertir, il n'a pas du tout envie d'y aller, du coup il s'en va très loin, il se fait avaler par une baleine. Et de fait, au nord de l'Irak, il n'y a pas de baleine, ça veut dire qu'il a quand même été assez loin, et finalement il s'en sort 2-3 jours, il comprend qu'il vaut mieux obéir à Dieu, il aurait mieux valu le comprendre dès le départ, il y va, et tout le monde se repent. Il nous aurait fallu un nouveau Jonas, parce que Mossoul, c'est devenu la capitale de l'État islamique, comme vous le savez. 2 mois plus tard, août 2014, ils prennent la plaine de Ninive. C'est simplement la région qui entoure Mossoul. Et c'est là que la plupart des chrétiens irakiens habitent. Et les islamiques leur donnent le choix, on peut leur reconnaître ça, ils leur donnent le choix entre 3 options. Premièrement, se convertir à l'islam, ensuite partir, ensuite se faire massacrer. Bon, c'est vrai que l'étendue du choix est quand même un peu limitée. À ma connaissance, tout le monde va partir. Ça veut dire que personne ne va accepter cette proposition de se convertir à l'islam, ce qui leur aurait permis de garder leur maison, leur travail, leurs biens, certainement une grosse récompense financière, et en échange de quoi ils ont préféré tout perdre, y compris risquer quand même la vie, puisqu'on connaissait déjà l'état de barbarie de ces gens, pour ne pas renoncer au Christ. Et ça, c'est le témoignage que nous donnent les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Moi, j'étais déjà en Irak, j'ai rencontré un famille irakien qui avait été pris en otage pendant 10 jours, il avait dû payer $60 000 pour sa libération. $60 000, c'est déjà une somme coquette pour nous, et pour un fermier irakien, c'est énorme. Il avait eu la possibilité de nous la payer, il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam, vous l'avez compris, chose qu'il n'avait pas faite. Et parfois, je me mets à sa place, j'essaye, pour ne pas trop le faire, mais un petit peu, qu'aurais-je fait à sa place? C'est pas juste, je vais être un héros pour moi-même, il avait des enfants, pour une femme aussi. Est-ce que vous avez même le droit, sur un plan éthique, d'imposer ça à vos enfants? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les chrétiens au Moyen-Orient. Et en tout cas, ceux au nord de l'Irak, ils sont tous partis sur le budget, pas très loin de là, une cinquantaine de kilomètres, au nord-est de l'Irak, une bande qui s'appelle le Kurdistan, c'est une région autonome, et là, ils ont été à l'abri
même s'ils n'avaient plus rien, puisqu'ils avaient tout perdu. L'AED, on a tout de suite débloqué 4 millions d'euros à ce moment-là. Bon, c'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi d'ailleurs. Depuis, on en est à 35 millions d'euros, juste pour ces chrétiens réfugiés au nord de l'Irak, pour leur donner à manger, un colis alimentaire tous les mois, un petit colis alimentaire de 50 euros. Ça ne suffit pas à nourrir une famille. Le problème, c'est qu'il y avait 25 000 familles. Donc 25 000 fois 50 euros, ça fait 1 250 000 euros chaque mois, depuis 3 ans et demi. Il a fallu les loger, on a construit des villages en préfabriqués, puis on a loué des appartements, donc tous les mois payer le loyer pour des appartements, pour des familles chrétiennes réfugiées, et on a construit des écoles pour eux. C'est donc l'État islamique qui les a chassés, pas que eux d'ailleurs, ils ont chassé également les yézidis, dont vous avez entendu parler, qui ne sont pas musulmans, qui ont été encore plus persécutés que les chrétiens, et aussi beaucoup de musulmans, simplement, qui ont préféré partir parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous l'autorité de l'État islamique. D'accord ? L'État islamique, donc, a fini par contrôler un tiers de l'Irak, mais également la moitié de la Syrie. Alors, un petit mot sur la Syrie, il y avait 22 millions d'habitants, la guerre a commencé il y a 6 ans. Au total, il y a 400 000 morts, Obama, même si c'est Obama qui est responsable. C'est drôle, ça, Obama. Bon, ça le fait moins parce qu'Obama est parti, donc je trouve un autre avec Trump. En tout cas, 400 000 morts minimum, parce que ça, c'est sans compter les victimes collatérales, les gens qui n'ont pas eu de médicaments, parce qu'il y a un embargo sur les médicaments toujours dans ce pays, qui n'ont pas pu aller à l'hôpital parce qu'il a été détruit, qui n'ont pas pu voir un médecin parce qu'ils sont partis. Mais retenons ce chiffre de 400 000, 9 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 5 millions de réfugiés dans les pays limitrophes, Jordanie, Liban, Turquie. Juste pour vous donner une comparaison avec la France, c'est simple, il suffit de multiplier tous ces chiffres par 3, puisqu'on est 66 millions. C'est comme si depuis 6 ans, nous avions eu 1,2 million de morts, et 9 plus 5, 14 fois 3, 42. Vous allez dire que je calcule très vite, parce que j'ai déjà fait ce calcul. 42 millions de Français qui avaient perdu leur logement. Et la guerre n'est pas totalement terminée, même si on s'y achemine rapidement. Bref, l'État islamique contrôle un territoire gigantesque. C'est comme la Grande-Bretagne, les 2 tiers de la France, 10 millions d'habitants, ils sont très riches, ils ont mis la main sur les réserves en dollars et en or des banques de Mossoul, et ils exportent du pétrole, 1 à 2 millions de dollars de revenus par jour. Tout va bien pour eux. Maintenant, d'où viennent-ils ces gens? En fait, au départ, ce sont les combattants irakiens qui ne supportent pas l'occupation américaine de leur pays, 2003-2011. Ils apparaissent en 2006, on n'en entend pas beaucoup parler, parce que les Américains, même s'ils n'ont pas complètement contrôlé le pays, quand même assez puissants pour maîtriser un peu la situation. Et c'est à l'occasion du début de la guerre en 2011 qu'ils vont en fait, déménager en Syrie, au nord-est de la Syrie, où les puissances étrangères livrent beaucoup d'argent et d'armes. Alors, dans le nord-est de la Syrie, très rapidement, l'État syrien perd le contrôle de cette zone qui est désertique. C'est là que les rebelles syriens vont se réunir, mais surtout vont être rejoints par des mercenaires étrangers venant de 80 pays différents. C'est pour ça qu'on continue à nous parler de guerre civile en Syrie. Moi, je veux bien, mais ce sont des mercenaires étrangers, pour la plupart, financés et armés par l'étranger. Donc, si vous voulez, ce n'est pas exactement la définition d'une guerre civile. Et donc, les groupes sont très nombreux, il y a des petits et des grands, vont émerger 2 groupes principaux, le front Al-Nusra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda, et le fameux État islamique, qui était apparenté à Al-Qaïda Irak au départ. Ils travaillent ensemble, ils deviennent suffisamment puissants, ils se séparent. L'État islamique prend comme capitale syrienne Raqqa, ça va donner le mot Raqqaï. Ouais, d'accord, vous suivez, ça tombe bien. Tout le reste que je vais vous dire ce soir, c'est vrai sur ça. Et en 2014, ils traversent la frontière simplement, ils prennent Mossoul. Raqqa-Mossoul, 500 km, Paris-Labour, sans embouteillage. Question suivante, je viens de dire que tous ces groupes avaient été armés et financés par l'étranger. Alors par qui? Et c'est là que ça devient un petit peu attristant. En fait, il y a eu une coalition internationale avec des puissances locales, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, mais également des puissances occidentales, les États-Unis bien sûr, la Grande-Bretagne et nous, la France, qui avons participé à ça, qui avons donc livré des armes et financé ces gens-là, puisque nous avions tous le même objectif, se débarrasser de Bachar el-Assad et détruire la Syrie. Deuxième partie, pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Ça va, vous suivez? Je vais juste aller un peu vite, parce que j'ai que 25 minutes, et puis je regarde Christophe dans le coin de l'œil. Commençons par les puissances locales. L'Arabie Saoudite, elle est en guerre contre l'Iran. Et ils n'ont pas la même couleur. Les pays en vert sont sunnites majoritairement, et en rouge majoritairement chiites.
Donc en fait, c'est la guerre qui a lieu depuis le début de l'islam, à l'intérieur de l'islam, entre les deux branches principales de l'islam. Les sunnites, 80% des musulmans dans le monde, c'est les sunnas, c'est la tradition. L'Arabie saoudite se veut le champion de l'islam sunnite parce que c'est là que Mahomet a vécu, c'est là que les villes de la Mecque et Médine. Pourquoi pas? Et en plus, ils sont très très riches, depuis le début du XXe siècle. En face, l'Iran, beaucoup plus nombreux, 80 millions d'habitants. Ça vient 20 millions seulement, plus 10 millions d'expatriés. C'est le champion des chiites. Chiite, ça veut dire Shia, ça veut dire partisan de qui? De Ali. Ali, c'est le cousin et le gendre de Mahomet. Il pense devenir le premier calife, c'est-à-dire le successeur de Mahomet, à la mort de Mahomet. Mais ça se passe pas comme ça. Tout de suite, c'est des disputes. C'est Abou Bakr, qui est un beau-père de Mahomet, qui devient le premier calife. Ensuite, il y a Omar, qui est également un beau-père de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, il y a Othman, qui est un gendre de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, Ali devient enfin le quatrième calife, c'est un gendre de Mahomet, il meurt assassiné. Enfin, les débuts de l'islam, c'est assez simple, c'est des beaux-pères, des gendres de Mahomet qui meurent assassinés. Si vous voulez plus d'informations sur la généalogie des débuts de l'islam, il faut évidemment lire tous les ouvrages d'Annie Laurent, dont on va peut-être parler tout à l'heure, s'abonner à la nef. Et enfin, il y a un excellent livre, c'est moi qui l'ai écrit, Guerre, pétrole et radicalisme, qui a déjà été cité, et qui reprend tout ça. C'est pas une guerre religieuse en fait, c'est une guerre politique. Qui va être le patron du Moyen-Orient? Et le fait que l'Iran aujourd'hui est en train de revenir sur le devant de la scène, a une aspiration à rétablir l'Empire perse et contrôle toutes les taches rouges de la carte, c'est-à-dire les chiites. Il y a deux fronts, le front sud et le front nord. Le front sud, c'est le Yémen. Le front nord, c'est une espèce de couvercle horizontal qui surplombe la péninsule arabique, qui va de l'Iran jusqu'au Liban. Le front sud, en deux mots, c'est le Yémen. Bon, tous les jours, depuis 3 ans, l'Arabie saoudite bombarde le Yémen, mais massivement, tranquillement, tuant les femmes et les enfants et tout ça. Mais eux, ils ont le droit. On n'en parle pas de ça à la télévision. On parlait des méchants russes qui, exactement il y a 1 an, en ce moment, en décembre 2016, bombardaient Alep. Eux, c'était très mal. Mais les Saoudiens, ils font la même chose, en pire au Yémen. Et ça, on n'en parle pas parce que c'est gentil. Et les Américains ont totalement rasé Mossoul et Raqqa en faisant bien pire que les Russes à Alep. Y compris en utilisant du phosphore blanc, ce qui est strictement interdit, c'est un crime contre l'humanité, mais eux ils ont le droit parce que c'est les cow-boys, c'est les gens. Le Yémen, c'est pas très intéressant, sauf évidemment qu'il y a aussi la population qui est en train de mourir de faim et de choléra, et bon, ce sont des Yéménites, ça n'intéresse personne. Le Nord est plus intéressant. L'Iran, on l'a déjà vu, poids lourd démographique, champion des chiites. On va aller vers l'ouest. L'Irak est en rouge, c'est un pays majoritairement chiite. Alors qu'avant, c'était les sunnites qui dominaient ce pays, Saddam Hussein, que les Américains ont fait pendre, ils ont exigé qu'il y ait la démocratie tout de suite, pourquoi pas, mais du coup les plus nombreux ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les chiites, c'est-à-dire derrière eux, l'Iran. C'est fabuleux. Les Américains ont donné l'Irak à l'Iran, alors que c'était des ennemis héréditaires. Et donc, les chiites et les sunnites en Irak se détestent. Et c'est pourquoi l'État islamique a été aussi bien accueilli en Irak, parce que les sunnites veulent leur revanche, veulent reprendre Bagdad, veulent chasser les chiites, veulent chasser les Iraniens. Donc on est bien sur l'axe irano-chiite. La Syrie est en vert, pays majoritairement sunnite. Que fait-il sur cet axe? Eh bien, Bachar el-Assad, comme vous le savez, c'est un alawite. Alors, les alawites, on ne sait pas très bien qui ils sont. C'est une espèce de gnose initiatique qui croient à une espèce de trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali. En tout cas, ils sont plus ou moins cousins des chiites. Et le fait, c'est l'Iran qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Donc, on est bien sur cet axe encore. Et on arrive au Liban, il y a encore un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites soutenus par l'Arabie saoudite et un tiers de chiites, c'est le Hezbollah, qui est le parti de Dieu, soutenu par l'Iran. Donc on a bien, de la frontière afghane jusqu'à la Méditerranée, un axe irano-chiite. Alors l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'elle va faire pour affaiblir l'Iran? Elle va chercher à casser cet axe. Et donc elle va viser le maillon faible. Et le maillon faible, c'est évidemment celui qui n'a pas la même couleur, c'est la Syrie, puisqu'ils sont majoritairement sunnites comme eux. Donc on va financer une rébellion sunnite, de barbus djihadistes, pour se débarrasser de Bachar el-Assad et mettre un sunnite à la place à Damas, ce qui aura pour effet de casser cet axe et d'affaiblir l'Iran. D'accord? C'est logique, hein, jusque-là. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est logique.